Voilà, une soirée où les clubs français nous font plaisir. Hier, on était resté sur une soirée pourrie avec Nice. Ce soir, le PSG nous réconcilie avec le football, même si tout n'était pas parfait. Évidemment, l'after jusqu'à minuit avec Damien Perkis qui est avec moi. Salut Damien. Salut Gilbert, salut à tous. Et avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel. Salut les amis. Jean-Louis Tour, lui, est resté au stade. Il sera avec nous toute la soirée. Salut Jean-Louis. Salut Gilbert, salut à tous. Et encore du monde sur le terrain, Jean-Louis. Ouais. Tu dis quoi, Daniel? C'est la nouveauté de l'année, Jean-Louis, dans l'after. Exactement. Pourquoi tu dis ça avec un petit rire, dis donc? Parce que je suis content. Le rire est signe très bien. de bonne humeur. Le rire je suis content aussi. De bienveillance. C'est gentil. Et tu le sais, oui. Arrête d'essayer que se passe non. Thomas, tu le sais que tous heureux. Il y a encore du monde sur la pelouse, Gilbert, et honnêtement, c'est des célébrations de vrais titres, et on sent que d'être passé dans la difficulté, ça donne encore plus de bonheur aux Parisiens. Bon, il est déjà 23h13, donc on va s'épargner les 3 points pour gagner du temps. Mais enfin, on a quand même vu, évidemment, deux mi-temps très différentes côté PSG. Est-ce que le calendrier, Damien, Jean-Louis, Daniel, a failli coûter la Super Coupe d'Europe à Paris ? Moi, je pense, oui. Cette Coupe du Monde des clubs a fait que le Paris Saint-Germain a moins de temps pour reprendre des vacances et se reposer. Au final, tu reprends alors que tu n'as qu'une semaine et que tu dois faire des matchs amicaux, tu te tapes direct la Super Paris, Coupe d'Europe. 0 match amicaux, je le rappelle. Tottenham a fait repris 6 quand Paris est parti en vacances. Donc voilà, il y avait un avantage physique. Finalement, c'est pas vu en fin de match, même si je pense que Tottenham peut se mordre les doigts parce que ça a été très très mal géré. Daniel ? Ouais, alors la fin de match, on va y revenir et le dérouler parce que j'ai l'impression que je suis sur la même ligne que Damien. Après, pour ta question, de toute façon, alors moi déjà je suis pas vraiment d'accord sur l'idée que c'est une vraie coupe, la Super Coupe d'Europe, elle existe depuis longtemps maintenant, c'est le vrai premier trophée du début de saison, le vainqueur de l'Europa League, à une époque c'était le vainqueur de la Coupe des Coupes contre celui de la C1. Moi, c'est quand même une tradition. C'est pas une compète qui existe depuis 2-3 ans. Moi, je préfère ce trophée-là ce soir que le mondial des clubs, qui pour moi ne vaut encore rien et ne m'a pas vraiment intéressé. Cette Super Coupe d'Europe, elle est quand même historique maintenant. Non, moi, je dis ça parce que les trophées sur un match, je trouve qu'on peut pas les mettre sur le même plan que les trophées sur une saison. Non, mais tu le mets pas sur le même plan, mais c'est toujours une vraie satisfaction. Après, pour ce qui est du match, elle aurait pu être décalée en fait. Non mais après cette histoire de calendrier, à un moment il va falloir, tu sais, ça me rappelle Gilbert, les vieux débats, et évidemment que tu as ça en tête, qu'on avait avec Roland, ça a dû commencer dans la toute première compète qu'on avait fait ensemble, sur la gestion physique. Est-ce que l'équipe qui jouait la demi-finale de Coupe du Monde le mardi était plus avantagée par rapport à celle qui jouait le mercredi? Et quand on regardait les chiffres et tout, en fait la prépa physique, soit on a de vraies infos parce que les cellules performance nous disent ils sont pas en forme, ils sont comme ci, ils sont comme ça, parce que sinon on a une tonne de paradoxes. Ce soir, je vais pas revenir sur les paradoxes récents, mais je pourrais en citer plein. L'Inter avec un seul match qui est allé gagner à Monaco vendredi soir, même si c'était un match amical, ils avaient carrément à peine un entraînement, ils ont quand même gagné. Là ce soir, les 10 dernières minutes, alors ok, Tottenham le gère super mal et tout, mais comment se fait-il que le PSG termine si fort alors que pendant, je dirais sur les 90, au moins 60-70 minutes, dans tous les duels ils se sont fait manger et ils ont donné l'impression effectivement d'être en retard physiquement. Sur la fin de match, c'est pas réellement ce qu'on a vu. Donc l'histoire du... Évidemment que physiquement, ça se voit qu'ils ne sont pas prêts, qu'on attend un autre rendement. Mais quand tu peux faire des changements, quand tu as 5 changements possibles dans un match, tu peux compenser une faiblesse physique à un moment par peut-être un changement qui va bien. Ne pas oublier également que dans toute la soirée, il y a peut-être eu des choix initiaux qui n'ont pas été bons, notamment au milieu de terrain, que quand Ruiz est rentré, ça a quand même remis l'équipe un petit peu d'équerre, je trouve. Ça, associé à Kangin Lee, qui sur la fin a quand même été en jambes, même si peut-être il n'avait pas 90 minutes, mais sur 20 minutes, il a apporté quelque chose. À Tottenham, qui a complètement, mais très 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 mal géré la fin de match d'un point de vue tactique. Ça peut compenser, je trouve que c'est ce que je veux dire, c'est que c'est trop raccourci de dire ils n'étaient pas prêts. Voilà. Enfin, t'as quand même vu les mecs Hakimi, il est physiquement à la rue, Kvaratskhelia aussi. Kvaratskhelia, il est à la rue physiquement ou parce qu'il joue à droite? Kvara ce soir, il est à la rue parce qu'il joue à droite ou parce que c'est physique? À chaque fois qu'il a joué à droite depuis qu'il est au PSG, il est jamais bon.
Moi Daniel, honnêtement, je trouve que là où c'est criant, et honnêtement, je me le suis dit sur tout le truc, je me suis dit, on va bassiner tout le monde avec ces histoires de différence de rythme, ne viens pas avec un a priori en interprétant des trucs avec ça. Mais quand même, il y a des trucs qui sautent aux yeux, c'est le rythme en fait. Et je trouve que en fin de match, il n'y a plus de question de rythme parce que tu lâches les chevaux, ça devient un peu irrationnel et tu réfléchis moins. Mais sur le rythme, sur les sorties de balles, sur la fluidité du jeu, tu sens bien qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont même pas fait un match de préparation, donc c'est normal. Et sur les placements défensifs, c'était criant en fait. Après, c'est pas une équipe qui se découvre, Jean-Louis, c'est des mecs qui se connaissent et tout. Non, mais moi, je veux de l'explication. Évidemment qu'on va pas nier ce facteur-là, bien sûr. Mais c'est pas le seul, tu vois, c'est pas le seul. Il faut pas s'arrêter qu'à ça. Moi, sur le facteur physique, j'avais un gros doute avant le match et j'ai été surpris par l'impact mis par Tottenham et en regardant la première mi-temps, j'ai dit à un moment donné ils vont lâcher. Ce qui a coûté certainement cette fin de match aussi à Tottenham, c'est ces changements qui n'ont pas été à la hauteur de ceux qui étaient déjà dans le 11 de départ. Et à partir de là, tu as eu une déstabilisation tactique, c'est clair et net. Un Paris Saint-Germain qui est, on le voit, nettement meilleur quand il a le ballon. Et le bloc, Damien, le bloc, ils ont reculé le bloc. Oui, ils ont reculé le bloc, Tottenham, ils ont plus joué, ils ont arrêté de jouer. Mais quand tu recules le bloc et que tu joues à 5 derrière, si tactiquement tu maîtrises ton truc, tu ne dois pas prendre ces 2 buts-là. Oui, c'est impossible. Tu maîtrises. Ben oui, mais donc c'est pour ça que je te dis que les joueurs qui sont rentrés ont fait défaut à la stabilité tactique aussi de Tottenham. Mais dans l'aspect physique, le Paris Saint-Germain, je te rejoins sur Kvara et le fait qu'il joue à droite. Alors certes, physiquement pour moi il était KO, mais le fait qu'il joue à droite pour moi c'est pas son poste. Moi je le préfère à gauche. Après il y avait des histoires de milieu de terrain. Et Doué au milieu aussi. Ruiz quand il est rentré, il a apporté dans l'impact, il a apporté ce qu'il apporte habituellement. Le milieu était trop faible. Le milieu était trop faible puisqu'on parle de physique. On sait très bien que Ruiz, au-delà, moi j'aime beaucoup techniquement ce qu'il apporte, mais on a plein de fois dit cette année, dans la très bonne période du PSG, que ce qu'il apportait également dans l'impact physique au milieu, c'était très utile, notamment à Vitinha Neves. Là, tu avais un milieu de terrain qui était complètement recomposé parce que Zaïre Emery, il n'est pas au niveau des autres. Ruiz ne jouait pas, il a voulu tenter Doué, et Doué, je suis désolé, il est quand même encore meilleur dans la ligne du haut. Donc il y avait également d'autres éléments, il y a d'autres éléments dont il faut parler et qui expliquent aussi peut-être pourquoi le PSG n'a pas été bon pendant une grosse partie du match avant de terminer avec le cœur, avec la tête aussi et d'aussi belle manière, quoi. Bon, rentrons un peu dans les détails quand même de ce qui s'est passé au fur et à mesure de la rencontre, parce qu'il y a beaucoup de gens là sur notre chat YouTube qui nous disent ce sont les remplaçants qui ont fait la diff ce soir. Est-ce que on peut résumer ça à ça ou c'est les remplaçants qui ont forcé aussi une resituation tactique, parce que quand on a Fabien Ruiz qui rentre, c'est Désiré Doué qui repart dans un poste où il joue d'habitude. Voilà, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu mieux. Et ce qui a été proposé notamment par Fabien Ruiz, et je rejoins Daniel là-dessus, c'est une touche technique, un impact physique, et on a vu beaucoup plus de présence aussi dans la surface de réparation. On avait en première mi-temps un Dembélé qui reculait beaucoup trop bas, et à un moment donné, quand les ballons arrivaient sur les côtés, il n'y avait plus personne dans l'axe, et il n'y avait pas la projection des milieux de terrain, parce que à un moment donné aussi, je pense que Zaïre Emery, je le reconnais plus, et j'ai même peine à voir quand parfois. Ouais, il est pas bien. Et donc. Pour moi, les remplaçants ont fait ce qu'il fallait et l'ont bien fait. Mais après, je reste persuadé que si tactiquement Tottenham maîtrise mieux défensivement ces 15 dernières minutes, tu ne reviens pas. C'est impossible. Mais en fait, Gilbert, il fait une très bonne rentrée. Oui. Kanginli, décisif. Oui, c'est ça. En fait, Kanginli marque, met son penalty, Ramos buteur, et en plus, tu as Ruiz qui change la physionomie du match. Dès son entrée dans le milieu de terrain, ça a tout changé. Mais il faut aussi dire que Tottenham abandonne complètement le jeu aussi dans les 15 dernières minutes. Donc tu reprends la main sur le match complètement. Non, je pense qu'il était cramé. Il était crampé. Danso à la 25e, il avait les mains sur les genoux, il avait fait 2 allers-retours, il suivait Barcola, il n'en pouvait plus. Alors donc c'est un petit peu bizarre, Damien, parce que oui, mais je pense qu'ils ont joué. Parce que normalement ils étaient censés être un peu plus près que Paris. Mais pour moi, Daniel, ils ont joué au-dessus de leur niveau. Au-dessus de leur niveau physique. Voilà, et je pense qu'ils sont un peu inspirés de ce qui s'était passé pour Paris à la finale de la Coupe du Monde des clubs par Chelsea, qui avait mis de l'impact, qui avait mis de l'intensité, qui était allé chercher haut et qui avait renversé et bousculé ce Paris Saint-Germain, et ça a marché. Là, la chance de Paris Saint-Germain, c'est que aussi Tottenham a abandonné par ses changements et par sa déstabilisation tactique cette victoire.
Après, il faut dire aussi que c'est une équipe malade, Tottenham. Ils ont fini 17e l'année dernière de Première Ligue. Déjà, ce qu'ils font pendant 75 minutes, c'est énorme par rapport à leur niveau de l'année dernière. Ils ont un nouveau coach qui arrive avec des nouvelles idées. Ils ont un mois pour les travailler. Je peux te dire que tu sens déjà la patte de Franck. Mais ils n'ont pas travaillé à 5 derrière sur les matchs de prépa. Ça, c'était la nouveauté pour ce match. Oui, globalement, t'as raison. Tactiquement, tu as quand même des joueurs qui jouent en équipe nationale, qui connaissent les schémas tactiques, donc la possibilité de jouer aussi à 5, c'est facile pour lui. Mais je veux dire, après, derrière, dans l'intensité, dans ce qu'il propose, ça n'a rien à voir avec le Tottenham de l'année dernière. La remise de la Coupe dans quelques instants, les gars. Attends, Daniel, on va faire une pause pour ne pas rater la remise de la Coupe. On accueillera Donovan également au 32-16 dans quelques instants. Là, tout de suite. T'es sûr de ta pause parce qu'il y a Luis Enrique qui arrive sur le podium. Et les joueurs prennent la suite tout de suite et montent en ce moment même sur le podium. Accueillons Donovan. Comme ça, on dialogue London avec Donovan ou Donovan Bailey Non. Je préfère lequel? Donovan Bonsoir les gars. Donovan Léon. Salut Donovan. Oui, salut les gars. Bonjour à tous. C'est la première fois que je passe, je suis un peu stressé. Oh bah non, mais détends-toi. Non, ça va. Non, écoutez, moi franchement, je suis d'accord avec l'ensemble de ce que vous avez dit, même si je trouve qu'on suranalyse un peu, parce que honnêtement, faut pas oublier que je pense que personne n'a oublié que les joueurs étaient un peu fatigués, ça se voyait. C'était la même physionomie que le match contre Chelsea, quasiment, j'ai l'impression. Leur façon de courir, ça manquait de jus. Et finalement, Tottenham, si ils étaient tombés contre Paris Prime de l'année dernière, ils n'auraient pas existé du tout. Je pense que ils ont surtout profité de ça. Mais moi, je voulais ça mérite qu'on en parle, ça mérite qu'on y revienne un petit peu plus tard. Tu as raison d'ouvrir ce débat. Mais c'est intéressant parce que je ne suis pas forcément d'accord et ça va donner des pistes aux équipes qui vont désormais affronter le PSG. Voilà, moi je trouve. Et par contre, je voulais absolument saluer, effectivement, comme le disaient les auditeurs sur le studio, la performance des remplaçants, même si ça a désorganisé un peu Tottenham aussi qui était un peu cuit, mais ce que je voulais dire, c'est Kangini qui rentre, qui marque un but qui est décisif, Mbaye qui est assez entreprenant. Donovan, c'est le moment de la coupe. Pardon de te couper, mais là, c'est le moment. Vas-y, Jean-Louis. Là, tous les joueurs ont récupéré leur médaille. Marquinhos vient de récupérer le trophée. Il s'approche de tous ces joueurs alignés. Luis Enrique qui secoue les bras et il arrive accroupi. Marquinhos, il brandit le trophée dans le ciel d'Udine en Italie. Le PSG est vainqueur de la Super Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'un club français remporte ce trophée. Ça fait 4 pour le PSG, donc 4 trophées sur cette année 2025. Après la Coupe de France, la Ligue des Champions, le championnat, la Super Coupe d'Europe entre les mains du PSG. Ouais, et c'est l'histoire du foot français, mine de rien. Là, faut pas faire la fine bouche quand même, les gars. Comme a dit Jean-Louis, personne n'a jamais gagné cette coupe. Exactement. Donc ça y est, le PSG continue. Et la seule équipe qui l'avait joué d'ailleurs, c'était le PSG. À écrire l'histoire du foot français. Bravo. Eh oui. Jolie coupe d'ailleurs. On met We Are the Champions, bien sûr, au stade ici à Udine. C'est une magnifique soirée pour l'histoire du club, une de plus. Oui, et là, le scénario magnifie tout aussi. Parce que, après 60 minutes, on n'imaginait pas le PSG revenir. De 0-2 à la 85e, Jean-Louis, 0-2 à la 85e. Moi, je vous donne les coulisses de l'after. C'est Damien a dit à la 85e, si le PSG marque maintenant, ils vont pas perdre. Et il a raison. Exact. Non, j'avais dit, s'ils marquent avant la 85e, ils reviendront au score et on ira au pénalty. Et qu'est-ce que tu avais dit à la 70e en revanche, que Tottenham allait grimper? Non, pas du tout. J'étais à la 70e, j'étais en train d'arriver. Il était dans le parking, donc. J'étais en train de conduire. Donc, soit je me suis parlé à moi-même. Non, mais est-ce que tu fais la pause maintenant ou est-ce que je peux répondre à Donovan sur la piste qu'il a ouverte? Ah bah vas-y, il t'écoute, réponds. De débat. En fait, je sais pas si Tottenham avait joué et tout. Oui, s'ils avaient joué PSG Prime, c'est-à-dire du mois de mai et tout, vu l'état dans lequel était Tottenham, oui, ils auraient pris une danse. Mais tout à l'heure, Damien a dit quelque chose d'intéressant, c'est que Tottenham a voulu faire ce que Chelsea a fait lors de la finale du Mondial des clubs et qui va en fait ouvrir la voie à ceux qui vont affronter le PSG. Parce que je pense que le PSG n'a pas simplement gagné la Ligue des Champions, parce que tu as le vainqueur dans la Ligue des Champions et tu as le vainqueur qui gagne avec un style, c'est-à-dire qui impressionne l'adversaire et qui envoie un message fort de « on va quand même être très difficile à battre, on ne l'a pas gagné par hasard la Ligue des Champions ». Et là, les équipes ont d'abord vu Chelsea et puis ont bien compris que Aston Villa avait fait ça dans la deuxième mi-temps du quart de finale. Si tu ne le rentres pas dans la gueule, si tu les laisses avoir le ballon comme Tottenham l'a fait dans le dernier quart d'heure, tu peux en prendre 2 en 5 minutes et tu peux en prendre 3 en un quart d'heure et ça peut aller très vite. Donc il va falloir leur rentrer dedans et gérer les efforts, pas faire comme Tottenham
qui visiblement s'est cramé sur la fin de match là, mais en même temps très mal joué tactiquement parce qu'ils ont reculé le bloc. Enfin, Tottenham, franchement, moi à leur place ce soir, je me bouffe les doigts parce que tu ne dois pas la laisser passer cette coupe quand tu mets 2-0 à la 85e. Mais c'est la piste pour les futurs adversaires du PSG, c'est faut aller les chercher, il faut leur rentrer dedans. Parce que c'est un champion qui est en pleine confiance, qui baissera jamais la tête et qui sait qu'il peut retourner tous les matchs, même en très peu de temps, parce qu'ils ont un style, parce qu'en plus ils ont ce petit côté ascendant psychologique sur les adversaires. Donc maintenant il faut s'attendre à ça, à ce que les équipes se disent bon bah les gars, si on va avoir une chance contre eux, il faut aller les chercher. Donovan, c'est la première fois que tu passais dans l'after? C'est la première fois. Eh ben écoute, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais. Ouais, j'ai un cadeau pour toi qui vient de tomber là. Je sais pas si tu vois sur les images, mais le PSG a un t-shirt, parce que c'est même pour la Super Coupe, il y a un t-shirt commémoratif, tu vois, winner là. Ouais, ok, oui, je le vois, oui. Eh bien écoute, l'after t'offre ce t-shirt. Ah bah c'est super gentil. Offert par le PSG en vérité, via l'after, hein, mais okay. c'est un petit cadeau inattendu du soir. Donc laisse bien tes coordonnées à Max. Super, merci beaucoup. On te fera parvenir ça et rappelle-nous quand tu veux. Génial, merci les gars, et puis bonne soirée, et puis continuez ce que vous faites, vous êtes. Merci Donovan. Merci Donovan. Bye bye. Pub rapide et on revient pour l'évaluation. Le PSG a remporté la Super Coupe d'Europe, un titre de plus pour Paris, mais où s'arrêteront-ils parce que là on va commencer comme le Real à compter. Hein. Combien ils peuvent en gagner cette année? Championnat, Coupe, Trophée des Champions s'il existe un jour, Super Coupe, Ligue des Champions. Et t'as la Coupe intercontinentale aussi. Ça peut faire 6. Ouais. Mais... Ah, mais ça s'appelle plus comme ça, comment ça s'appelle l'espèce de ça se rappelle. Ça s'appelle de nouveau la Coupe intercontinentale. Ah, voilà. Donc ils peuvent gagner 6 titres cette année. Bah, si le trophée des champions a lieu. Oui, bah, comme ce que font souvent les équipes qui gagnent la Ligue des Champions. Hein. Souvent ça fait ça à l'arrivée, ils gagnent un peu tout. Ils gagnent la Super Coupe d'Europe parce que c'est souvent celui qui a gagné la Ligue des Champions qui la gagne. Et après ils vont gagner en décembre, hein. C'est souvent le cas. Hein. Oui, Jean-Louis sera avec nous désormais tous les soirs de grands matchs parce que Jean-Louis sera présent dans tous les grands matchs. C'est un homme des grandes soirées alors. Ah bah c'est une montée en puissance, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avant il était avant les grands matchs. Ouais. Puis après il disparaissait mystérieusement. Maintenant il est là pour les grands matchs. Ouais, c'est ça. Bon, donc là, les joueurs continuent de célébrer avec les supporters. Hein. Je vous raconte ce que je vois. Hein. C'est quand même plus intéressant que de parler de moi. Donc là, chacun son tour brandit le trophée devant le public. Même Joao Neves qui était suspendu pour cette rencontre. Alors je sais pas s'ils vont repartir avec un bout de pelouse comme ils ont fait à Munich là, ou un bout de filet. Comme à l'époque en Ligue des Champions. Je sais pas s'ils vont remplir le parc demain pour une célébration, mais a priori. Pas sûr que les Champs-Élysées soient envahis ce soir. Je crois pas. Mais bon, quand même. On devient blasé à force. Ouais. Enfin, les supporters. Non mais. Il y a de la marche quand même pour être blasé, hein, parce que il y a encore quelques équipes en Europe qui ont une armoire un peu plus remplie. Mais bon, c'est quand même une saison qui est assez incroyable. Quoi. Quand on se souvient où était le PSG l'été dernier, où il était en décembre dernier, les 6 derniers mois, ils sont maintenant pas 6. Est-ce que quand on fait le décompte des Coupes d'Europe gagnées par les clubs de chaque pays, on met la Super Coupe? Non, on la met pas. Non, la Super Coupe, normalement, elle rentre pas dans ce total-là. Non. On est bien d'accord. Mais si tu veux, tu peux la mettre, hein, ça peut garnir un peu le. Bon, Jean-Louis, juste là, il y a célébration avec les supporters. Hein. Ouais, c'est ça. Chacun son tour. Là, les joueurs prennent le trophée et le brandissent devant les supporters. Là, les 6000 Parisiens qui ont fait le déplacement ici, donc dans le Frioul à Houdin. Alors ça, franchement, c'est épatant, parce que c'est pas simple d'y aller. Hein. Si tu pars de Paris en voiture, c'est un vrai enfer. Hein. C'est très, en voiture, loin, oui. Bah, non, mais même après l'avion, il faut aller jusqu'à Venise. Il y a des aéroports quand même. Ouais. Non mais c'est pas à côté quoi. Non, je trouve il y a quand même des destinations en Europe qui sont plus faciles à atteindre depuis Paris. Quand Daniel se renseigne sur un déplacement, c'est pas la même chose après dans l'after. Il est capable de dire si c'est loin ou pas, ça change tout. Évaluation. Damien, qu'est-ce qu'on dit de Chevalier ce soir? C'est sa première, le mec il arrive, il gagne un titre, il fait une séance de tir au but, il arrête, il est décisif. Hein, il est parfait ce soir. Donc qu'est-ce que t'en dis Damien? Non, il n'est pas parfait sur le deuxième but notamment. Oui, mais moi j'ai envie de dire qu'il est parfait quand même. Après, le fait d'arrêter ce penalty, pour lui, c'est une forme de rattrapage, j'ai envie de dire, par rapport à cette erreur de main sur le deuxième but. Mais moi, je suis content parce que c'est un jeune gardien français qui a du talent et qui va éclore encore un peu plus et qui va devenir encore plus performant. C'est pas évident. Il arrive dans cette équipe depuis 3-4 jours. Il joue ce match directement. C'est une finale, on l'attend et avec l'histoire en plus de Donnarumma qui s'est mis autour,
sur le fait de le voir partir, bah, ça lui met un petit peu plus de pression. Il doit être bon dès le début, donc c'est compliqué. Mais après, sur ce qu'il a fait à 80%, il a été plutôt bon. Il a été décisif dans le match, il fait plusieurs arrêts par ailleurs. Et puis son penalty qu'il arrête, voilà, il est décisif. Moi, je vais vous dire pourquoi je disais parfait. Parce que, bon, je suis pas aveugle, j'ai bien vu que le deuxième but, c'est quand même une boulette. Même si le deuxième but, à sa décharge, le Romero est complètement seul. Ouais, alors j'allais le dire déjà, donc oui, il y a de toute façon, sur tous les coups de pied arrêtés, ça a été compliqué. Hein. Mais quand même, le gars, cette semaine, il arrive. Il a jamais joué avec ses nouveaux coéquipiers. Le contexte n'est pas favorable parce que Donnarumma est mine de rien encore un peu dans ses pattes et on apprend quand même que c'est pas pour une histoire de prolongation de machin, mais c'est en gros Luis Enrique veut plus de Donnarumma et il te veut toi. Pression. On fait la Super Coupe, t'arrives, t'as pas joué, tu connais pas cette défense, t'as pas joué avec. Tu fais des arrêts solides, début de partie. Tu fais certes cette boulette, ça peut un peu te plomber mentalement, ça te plombe pas. Tu vas à la séance de péno, le PSG commence mal, ils sont mal en point. C'est lui avec son arrêt qui les redresse et à l'arrivée ça gagne. Ouais, franchement, j'ai envie de lui dire bravo, la boulette, je vais l'effacer. Je vais la mettre dans la corbeille et je vais plus y penser. Et franchement, bravo pour la soirée qu'il a passée, vraiment. Moi, je lui dis bravo aussi, surtout sur le plan mental. En revanche, et c'est Luis Enrique qui amène le débat là-dessus, moi, je veux voir une amélioration de l'équipe grâce à Donnarumma. Puisqu'il a fait ce changement pour ça. Pour l'instant, ça, on ne l'a pas vu. Tout ce qui est relance, du coup, on scrute, hein, on est un peu plus attentif, les relances courtes, machin. Bon, il va falloir qu'il prenne du temps, qu'il assimile la façon de faire de Luis Enrique. Oui, ce soir, ça n'a pas sauté aux yeux, hein, cette nouveauté. Elle n'a pas. Non, elle n'a pas sauté aux yeux, mais tu sens quand même une aisance technique quand même de Chevalier beaucoup plus sûr avec ses pieds. Franchement, ce soir, Damien. Franchement, je veux dire, même juste sur le contrôle passe, il est beaucoup plus relâché, c'est beaucoup plus. On sent que c'est beaucoup plus facile pour lui. Et Luis Enrique le fait venir pour ça. Après, il ne faut pas oublier que tu n'as pas Joao Neves, que Vitinha, il était pisté par Malang Sarr en individuel toute la première période, donc c'était impossible de le toucher sur les ressorties de balles, sauf quand il allait jouer comme un troisième central. Donc il y a plein de choses qui se mettre en place autour de lui. Pour moi, il sera une porte de sortie dans la relance qui va être très très importante dans le Paris Saint-Germain de cette année. Ah non, mais moi j'ai aucun doute, j'attends juste de le voir pour le dire de ça. Alors écoutez Marquinhos, il y a quelques instants, qui a parlé de Chevalier. On a fait confiance à Lucas, on sait qu'on le connaît. Il vient d'arriver, c'était un moment pour lui de s'assurer. Je suis très heureux, il a réussi. Et après, nos tireurs, ils ont très bien fait le boulot. Le PSG, c'est comme ça, le bienvenu pour lui. Il faut tenir la pression. Il est habitué, je pense aussi. C'est un gardien de haut niveau. À Lille, c'est pas aussi facile. Je pense que aussi en sélection et tout. Il est bienvenu à lui avec un trophée déjà, une finale. Il fallait s'assurer, il a assuré très bien. Et hop, voilà, le football, c'est comme ça. Donnarumma, tout le monde l'a oublié. Terminé, au revoir. C'est désormais Chevalier. Oui, tu as confondu Malang Sarr avec un autre joueur. Non, c'est Matar Sarr. Ancien joueur de Metz. Autant pour moi. Ouais. Bon, voilà pour Chevalier. Je pense qu'on peut passer à la suite. On a parlé des remplaçants qui sont rentrés et qui ont été bons. Est-ce qu'il y en a un quand même dans le 11 de départ que vous avez trouvé physiquement au top, prêt? La suite, Gilbert, c'est que tous les 11 qui ont démarré, tu les as tous vus meilleurs que tu les as vus ce soir. Bah, c'est ça, voilà. Parce qu'ils n'ont pas été. Ben non, ils se sont fait. T'en as pas un qui a joué à son niveau normal, quoi. Moi, j'ai trouvé Barcola. Moi, sur la première mi-temps, Barcola. Je te suis aussi, Jean-Louis. Alors, Barcola, il fait des différences. Il a profité de l'espace, il a très très bien initié les actions. Il les a souvent mal terminées en ne réussissant pas le centre qui allait après l'accélération et le dribble. Et à chaque fois, je voyais Barcola bon sur le côté, enfin dans son débordement, même si ça ne donnait rien. Je me disais, ok, c'est très bien, mais c'est en gros le dilemme de Luis Enrique depuis le mois de janvier maintenant. C'est si tu fais jouer Barcola à cet endroit-là, tu perds Kvara en fait. Parce que Kvara à droite, il n'est pas bon. Donc le choix, c'est pour ça que c'est un dilemme. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, des gens se sont peut-être dit, est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il... Ça semble bouché parce que il se trouve que Kvara n'arrive pas à jouer à droite. Même le peu de fois qu'il a joué faux neuf, c'était encore pire. Et c'est rare parce que Luis Enrique aime bien un peu les joueurs polyvalents, capables de faire plusieurs choses. Même si mine de rien, maintenant, il n'y a plus tellement de polyvalence dans cette équipe du PSG. Chacun joue à sa place et on sait là où ils sont performants. Même Doué, qu'on reverra peut-être au milieu de terrain, on a quand même le sentiment que c'est en haut à droite qu'il est le meilleur. Dembélé, il a trouvé sa position. Lui, il peut avoir une variation parce que sur le côté droit, on l'a vu ce soir notamment, il a encore de beaux restes dans l'accélération débordement. Mais Barcola, tu le vois ce soir, beaucoup d'espace, il déborde.
il finit pas bien les actions. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais, ouais, mais bon, t'as pas Gvara, quoi. C'est le côté de Gvara. Et Gvara, mais tu sais, Daniel, à mes yeux. Moi, je trouve aussi que cette compo est assez étonnante parce que tu perds Gvara, comme tu l'as dit, tu perds un peu le milieu de terrain, tu perds Fabian Ruiz, tu l'avais pas, tu essaies ça avec Doué. Et est-ce que là, Luis Enrique va pas nous refaire comme la saison dernière, à faire 6 mois de tests, à tenter des trucs un peu partout, même s'il a ses certitudes, et quand ça compte, quand tu es dans le money time, quand tu es dans les matchs à élimination directe, là, tu mets ton meilleur 11 possible. À mon avis, c'est pas à exclure ça. Moi, ça, je sais pas, parce qu'il faudrait encore être convaincu, et moi, en tout cas, je ne serai jamais dans le camp des convaincus que les tests ont servi à quelque chose l'année dernière. Je pense que quand l'équipe est arrivée telle que tout le monde la voyait... je pense que lui en est convaincu de ça. Oui, mais moi, je pense que ce qui est de convaincant, c'est l'état physique de l'équipe et la façon dont ils ont, une fois tous en place, élevé leur niveau de pressing et leurs intensités de course pour réussir à techniquement ensuite faire la différence dans un jeu absolument virevoltant. Oui, mais Gvara à droite, on l'a pas vu de l'année dernière et là il le teste. Moi je pense pas que ce soit des tests. Gvara, l'expérience à droite, elle a été tentée 2 ou 3 fois, à chaque fois c'était mauvais. C'était Barcola qui allait à droite. La parole à Damien. Moi je pense pas que ce soit des tests, je pense que c'est Luis Enrique, il a des certitudes. Là il a fait en fonction certainement de ce qu'il a vu sur cette première semaine d'entraînement. Des joueurs qui sont peut-être plus frais que d'autres à l'entraînement, il a dû voir des choses parce que Fabian Ruiz, tu le retires, c'est illogique pour beaucoup de monde de le voir sur le banc. Mais Fabian Ruiz, moi je l'ai connu au Betis Séville, c'est un moteur, c'est tranquille, faut y aller doucement et après il se met en route et ça déroule. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est jugé. Il y a cette première semaine qui est prise en compte. T'as joué avec lui du coup ? Ouais. Il y a cette première semaine qui est prise en compte et après après l'analyse est faite, tu fais ton 11 de départ, mais c'est sûr qu'il y avait des surprises. Dans l'évaluation, détaille un peu ce que... Il y en a un que j'ai pas aimé dans l'évaluation. Mais je voulais que d'abord Damien détaille ce qu'il voulait dire sur Zahir Emery. Zahir Emery, le problème c'est que l'année dernière, quand il a joué, il n'a pas été bon. J'ai l'impression qu'on l'a mis, on l'a poussé, on l'a propulsé tellement haut. Et on a eu un débat là, il y a pas très longtemps avec Kevin là-dessus sur l'utilisation des jeunes joueurs. Et la fréquence à laquelle on les fait jouer et la fréquence à laquelle on leur permet d'accéder à un certain seuil de gratification ou non, et que derrière, il n'y a pas forcément une facilité pour eux de pouvoir, j'ai envie de dire, conquérir l'esprit de tout le monde en disant c'est le joueur qu'on a dit. Et au final, je pense que Zahir Emery paye un petit peu ça, le fait d'avoir été propulsé trop vite et physiquement il accuse le coup, ça c'est une certitude et j'ai l'impression qu'il en perd son football justement parce que dans sa tête il se rend compte qu'il y a des faiblesses et que surtout quand il a joué il n'a pas été forcément bon. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, Damien, mais tu sais, aujourd'hui, malheureusement, alors moi je me souviens, parce que ces débats, on les a eus il y a très longtemps dans l'after, et moi j'étais tout le temps en train de répéter vous allez trop vite avec les joueurs, c'est comme ça qu'on crame les joueurs. Donc j'ai envie d'être sur ta ligne, sauf que je suis bien obligé de noter que le discours que je pouvais tenir là-dessus, je sais pas, entre 2010, 2012, 2013, où on a cramé une tonne de joueurs, en fait, c'est plus la réalité. Parce que le foot nous impose des réalités, même si on les trouve négatives, ces réalités pas bonnes. En fait, on nous impose aujourd'hui que des jeunes joueurs à 17, 18 ans, ils sont déjà en équipe première, ils ont déjà une grosse notoriété, ils utilisent leur compte Insta même en équipe de France aussi vite pour se mettre en avant, ils sont sélectionnés de plus en plus jeunes. Donc nous, on est obligé de faire avec cette réalité. Mais je te rejoins et la réalité de Zahir Emery, même si je te dis pas que c'est positif, attention, mais Zahir Emery il y a 2 ans, en fait, il est là. Il joue, l'entraîneur le fait jouer, donc à partir du moment où l'entraîneur le fait jouer, nous on est bien obligé d'en parler. S'il est bon, on est bien obligé de dire qu'il est bon. Et après ça fait boule de neige. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si après Daniel, il n'est pas bon, et on est obligé également de dire qu'il n'est pas bon. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on crame peut-être des joueurs, mais tu as aussi ceux qui entre 18 et 22 ans vont être très forts, et puis peut-être qu'après vont connaître dans leur carrière il est au Paris Saint-Germain, un donc trou. Avec un effectif qui est quand même pléthorique, avec les joueurs que tu peux faire tourner, sans forcément lui faire perdre beaucoup de temps de jeu, mais l'avoir mis par Simoni au départ. Mais c'est comme Mayoulou. Non, mais un mec comme Mayoulou, par exemple, le mec qui lui a pris sa place, il va se faire une place. Oui, c'est Neves qui lui a pris sa place.
Jean-Louis, mais même si je trouve pas que vous mettiez le débat exactement là où il faut. Sur il a été mis trop vite, je suis d'accord. Hein. Même en équipe de France, je trouve ça complètement aberrant par rapport à ce qu'il avait montré, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça l'histoire de Zaïre Emery aujourd'hui. Moi, je pense que c'est technique. Non, c'est technique. C'est dans la tête. Non, il a Jean-Louis a raison sur cet élément. Je le suis là-dessus, moi. D'accord avec toi. Laissez-moi juste développer. Pour moi, c'est les pieds. Si dans sa tête ça va pas, ses pieds ils iront pas. Je pense que lui n'a pas la sensibilité balle au pied que Luis Enrique veut pour un milieu de terrain. Exactement. Par rapport à tout ce qu'il demande et tout. La différence elle est trop criante avec Fabian Ruiz qui court moins vite que Zaïre Emery, qui peut moins répéter les efforts et tout. Mais par contre, ballon au pied, il se passe quelque chose et il comprend le jeu de Luis Enrique. Non, Jean-Louis. Je suis d'accord à 95% sur ton dernier mot. En fait, celui qui lui a pris sa place, c'est également un gamin, il s'appelle João Neves. C'est pour ça que c'est pas l'âge le problème, c'est technique. Tu le mettais Ruiz, tu le mettais du côté de Ruiz. Non. Moi je dis, parce que Ruiz était là quand lui il jouait déjà. Mais Ruiz, Neves, pour moi c'est la même chose. Ils ont la même sensibilité foot. Exactement. Sur la technique, je te suis à 100%. Mais celui qui lui a pris sa place, c'est un gamin qui arrive de Benfica. Il arrive, il s'impose, c'est une bombe atomique le mec. Il s'appelle João Neves et c'est un jeune joueur. Donc l'élément technique, moi je rejoins Jean-Louis à 100% là-dessus. Et sur l'âge, en fait, on n'y peut rien, Damien. C'est comme ça s'impose à nous. On aimerait bien que ce soit pas comme ça parce que ça les crame. Mais eux, de toute façon, ils font rien pour éviter la notoriété. Ils font, à partir du moment où ils sont dans la machine à laver, ils y rentrent. Hein, et ils sont pas malheureux. Hein, ils profitent de tout, des succès, du foot, de tout ce qui va avec. Donc maintenant, là, je sais, c'est ma. Mais toi, Damien, tu trouves que c'est la citation de Mbappé. Hein, il n'y a pas d'âge. Hein, c'est comme ça. Ça n'a pas la même sensibilité. Jean-Louis, ça n'a pas la même sensibilité technique que les deux que tu as cités avant. Par contre, il a des qualités qui sont quand même intrinsèques, qui sont différentes de ces deux joueurs-là, mais qui peuvent servir au collectif parisien. Après, dans ce collectif de Luis Enrique, on lui demande pas de dribbler 3 joueurs. Si c'est faire un contrôle-passe et bouger, et comme tu l'as dit, avoir un coffre et un volume qui lui permettent de faire des allers-retours, de se projeter dans la surface comme il le faisait et qu'il l'a fait même en équipe de France, il en est capable. Moi, je te le dis, je pense que c'est un garçon qui est très intelligent, surtout, qui a une remise en question qui est énorme, peut-être un petit peu trop, je pense, et qui se dit qu'à chaque fois qu'il a joué, il n'a pas été bon. Quand le Paris Saint-Germain a gagné, il n'était pas là. Et que maintenant, quand tu le remets titulaire, dans la tête, c'est plus compliqué. Voilà, il a encore plus de pression. C'est vrai, mais le profil, à terme... Et tu vois, dans le style Luis Enrique, je le vois plus comme Hakimi que... Oui, mais il a déjà joué à ce poste-là. Je lui vois plus d'avenir comme dans un poste à la Hakimi où tu fais un peu les deux postes avec un gros volume de course et tout, qu'au milieu de terrain où il faut cette sensibilité technique. Voilà. La vérité, même arrière droit, si vraiment Luis Enrique va au bout du truc, et évidemment qu'il ira au bout du truc, puisque tu parlais de sensibilité technique, souvent on appelle ça le rapport au ballon. Hakimi, c'est une autre classe par rapport à Zaïre Emery, Neves, Ruiz, Vitinha. Prends-les tous. Thiago Mendes qui est arrière gauche et tout. Ce rapport au ballon qu'à une époque on appelait Sudam, quoi. Tu vois, cette espèce de. Zaïre Emery, il l'a pas parce que c'est pas son éducation footballistique, tout simplement. Et Doué là, je cherchais les joueurs français de l'équipe, mais on forme pas tellement de joueurs comme ça au milieu, nous. C'est un peu plus compliqué. Par exemple, Cherki collerait, par exemple, tu vois, techniquement. C'est ce rapport-là au ballon dont on parle. Luis Enrique est là. Enfin, il a parlé, quoi. Donc, c'est toujours le coup de l'écouter. Maintenant, il fait ses conférences de presse en français, vous avez vu ? Très bien. Je peux même plus traduire. Voilà. Bon, c'est pas non plus fluide, hein, donc reste quand même dans les parages. On sait jamais. Écoutez-le, là, c'était après le match. Je pense que Tottenham a joué un très bon match. Ils sont plus forts que nous. On a eu la même capacité de lutter jusqu'à la finale du match. Et je pense que, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est comme ça le football et on doit améliorer. Bon, voilà, c'est vite fait. On doit améliorer, évidemment, ça. On s'en est rendu compte qu'ils ne sont pas au top. Je voulais quand même, côté Tottenham, signalons quand même le match de Kudus. Kudus, Richarlison, hein, les deux devant ont été impactants, ont été bons. Kudus, il arrive à Tottenham là, d'entrée, tu vois que le mec, ça va être ça a été Kudus, bon. moi j'ai toujours aimé ce joueur qui, je trouve, ces derniers temps a pris un peu de retard dans sa carrière. Je l'ai un peu perdu de vue, mais néanmoins, c'est vraiment un mec. Il sort d'une saison assez moyenne à West Ham. Hein. Là, c'est vraiment le transfert. Il n'était peut-être pas dans le bon club, il n'était pas là où il fallait. Le latéral gauche a fait un bon match aussi, j'ai oublié son nom.
Spence, l'ancien Rennais. Les 6 mois à Rennes ont payé. Mais tu te souviens pas de lui à Rennes? Ouais, c'était une catastrophe. C'était son frère. C'était une catastrophe. C'était terrible. Il jouait de l'autre côté à Rennes, sur son bon pied à droite, et là il joue à gauche alors qu'il est droitier. C'est vrai qu'il a été énorme, il a gagné énormément de duels. Très bon. Jean-Louis, on va te laisser, parce que là on va parler de Mercato. Moi il y en a un que j'ai pas aimé son match, c'est Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, quand il n'est pas dans le rythme et quand il n'a pas toutes ses facilités physiques, parce que quand il est bien, c'est très impressionnant, il y a beaucoup de pertes de balles, il y a des actions un peu en dilettante où il attend, il arrête le jeu, parce que d'habitude il peut repartir avec son accélération et là il ne l'a pas. Et je trouve que c'était un peu le symbole de la première heure, ou en tout cas qui allait vraiment pas, où les Parisiens n'étaient pas dans le rythme et n'étaient pas bons, et je trouve que c'était la bonne illustration. Merci Jean-Louis, on se retrouve Jean-Louis qui enchaîne, puisqu'après-demain il sera à Rennes-Marseille, bien sûr. Ah oui, le retour de la Ligue 1 ce week-end. Là c'est parti, là, ça va être énorme. Nantes PSG. Ça va être et il enchaînera après dans l'after, toujours pareil, même après Rennes-OM. Si vous voulez de moi, oui. Mais ça veut dire qu'en fait, je vais tout le temps être avec Jean-Louis à l'antenne. Il va venir te couper la parole. Oh là 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 là, quelle nouveauté, quel plaisir. Quel plaisir. L'année des 20 ans.